ne voit pas tous les leviers de l'outil syndical et notre combat il est là en fait, il est allé convertir ces gens-là et en fait c'est propager le message de ce que peut apporter le syndicalisme aujourd'hui et ça c'est une mission, un grand défi qui profite et qui va profiter à l'ensemble des syndicats existants. Et donc on le voit, les syndicats existants sont, alors je mentirais si je vous dirais que tous nous répondent comme ça, mais à une exception peut-être. En fait, c'est l'existence de printemps écologique et vécue de manière assez bienveillante par ces syndicats-là pour aller chercher les 93% de gens qui ne sont pas salariés, en amenant des nouvelles idées de fond, en amenant aussi l'idée qu'un salarié dans une entreprise, il est force de proposition, c'est lui qui est là, qui est sur le terrain, qui est quelque part est le plus engagé à vouloir assurer la transition, la résilience, la pérennité de son entreprise. Et en fait, nous, notre pari, c'est de faire confiance, de donner les clés à ces gens-là et donc d'instaurer un nouveau rapport de dialogue avec le gouvernement. Et ça marche bien. Alors on est un bébé projet, hein, on a lancé Printemps écologique, les premiers syndicats ont été créés en mai. Quand je dis les, c'est parce qu'en fait on n'en crée pas un, on en crée 21 pour couvrir l'ensemble des secteurs. Et aujourd'hui, sur nos 150 premiers adhérents, il y en a 80% qui n'ont aucune expérience syndicale préalable, donc qui viennent de ces 93% de gens qui ne se reconnaissaient pas dans la culture syndicale historique. Et donc on travaille ensemble à construire un renouveau de ce qu'on a appelé l'éco-syndicalisme. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à ma question. Et du coup, je vais me retourner vers Edouard. Est-ce que c'est le moment de parler de la création de valeur ou est-ce que je peux rebondir, je veux dire C'est sur le faire ensemble, c'est-à-dire que de toute façon, quel que soit le projet, je vais donner une tautologie, mais à partir du moment où tu veux changer quelque chose avec des gens, tu dois quand même t'assurer qu'il y a un bénéfice économique pour eux. Et ce bénéfice économique, si tu veux vraiment aller jusqu'au bout, il faut que tu considères que ce n'est pas seulement un bénéfice financier, c'est-à-dire de l'argent ou l'économie de ressources. Il y a autre chose. Il y a le fait de pouvoir augmenter sa connaissance et donc son expertise, et donc d'ouvrir d'autres marchés. Il y a la possibilité de créer la confiance et donc de fluidifier les rapports et donc de faire des économies d'interaction, d'augmenter sa réputation. Il y a la question de s'assurer que toutes les parties prenantes vont être dans leur accomplissement et donc vont faire des choses qui correspondent à leur raison d'être. Il y a tous ces éléments-là et une des croyances à faire avancer quand on veut travailler sur des modèles de création de valeur qui vont au-delà de la logique capitalistique classique, c'est de faire comprendre aux parties prenantes qu'ils peuvent gagner beaucoup, mais pas forcément en bas de bilan. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué et qui est possible à partir du moment où il expérimente. Et là, on est vraiment sur le faire ensemble, c'est-à-dire à un moment où on comprend et on change un peu ses croyances en disant en fait, je peux devenir plus riche en ayant un compte en banque qui ne bouge pas. Voilà. Mais économiquement, c'est pas plus riche, bien-être, etc. Vraiment, en gardant ma logique économique, je gagne de l'argent sans en gagner. Voilà. Du coup, je propose à Solène si tu veux rebondir par rapport à ça, tu veux nous parler des comités d'action. Et après, on prendra quelques questions. Du coup, 2 mots sur les comités d'action. Je pense que dans tous les contextes, on est très nombreux à essayer de mobiliser des personnes pour essayer de résoudre un problème que l'on rencontre, que ce soit en interne au sein d'une boîte, dans son quartier, peu importe. Aujourd'hui, nous, ça fait 10 ans qu'on existe, on s'est cassé les dents un nombre de fois incalculable pour essayer de mobiliser les volontaires, les corpos, etc. Et notre objectif là, pour les prochains mois, années, ça va être de rassembler toutes ces communautés d'action et de partager nos recettes. Parce qu'en fait, là aussi, il y a de la collaboration à faire. Moi, à chaque fois que je rencontre des personnes qui bossent dans la communauté, j'apprends en fait dans la façon d'accueillir, de faire en sorte que les barrières de la peur tombent, qu'on passe plus vite à l'action. Et notre but là, je pense que depuis 1 an, ça va être de vraiment sortir un livre de recettes des communautés. Parce que les communautés, on trouve plein de littérature qui sont passionnantes, mais on n'explique pas le comment faire. Et le comment faire, et moi j'ai résolu le problème dans mon équipe quand j'ai fait des checklists sur je contacte telle personne, je lui envoie un message en privé, ensuite je fais un mail et toutes ces choses-là ils paraissent complètement évidentes si on ne les pose pas sur papier, et ben on met un temps fou à les apprendre, à les découvrir au gré de nos erreurs. Ce
qui est bien, mais en fait on peut gagner du temps aussi en apprenant les uns les autres. Donc là on lance cette semaine d'ailleurs un petit site qui ne ressemble pas à grand chose pour l'instant, mais qui va évoluer, qui s'appelle le rendez-vous des communautés, pour que plein d'acteurs puissent se retrouver, qu'on fasse une newsletter avec du contenu, parce qu'il y a plein de contenu partout, mais on ne les rassemble jamais, des meet-up et au fur et à mesure de la formation. Et des soirées. Et des soirées. Wow. Ok, du coup, ah ben voilà, première question. Du coup, je peux enlever Thomas pour poser ta question, je pense. Non, je suis bon. Tout va Tout va bien, je vais pousser les gens. Concernant le syndicalisme, c'est des questions pour tout le monde, pour en choisir une pour comme vous la parole. Je suppose que, vu l'ADN du projet, il y a une approche de gouvernance qui est un petit peu décalée par rapport au modèle du syndicalisme. Comment est-ce que ça se construit, sachant que c'est pas encore éprouvé, parce que ce sont des personnes qui fait moi en télétravail. C'est très très théorique. Mais grosso modo, quelle est la différenciation de positionnement de discours, en tous les cas de promesse, qui est faite là par rapport à l'historique syndical? Très bonne question. Bonne chance. Je vais répondre avec deux plans. C'est que la première, c'est que le gros des apports d'un syndicat, ça va être du terrain. Donc c'est sur le terrain que ça se passe, c'est dans les entreprises, c'est entre les entreprises, c'est dans les groupes locaux. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où on structure et on crée ce syndicat-là, parce qu'on peut les créer très vite pour pouvoir avoir l'ancienneté nécessaire pour être aux élections. Et donc le noyau initial se concentre beaucoup là-dessus et laisse aux vrais syndicats qui vont se créer la détermination de leurs propres revendications. Juridiquement, c'est une fédération de syndicats en fait. Juridiquement, c'est 21 syndicats qui aujourd'hui sont en phase de création qui vont faire une fédération. Et c'est vraiment, il y a deux niveaux. Et en fait, c'est dans les différents syndicats, dans les 21, que vont se déterminer les revendications apportées. Et donc aujourd'hui, nous on a cette... tu dis ADN, et c'est effectivement dans l'ADN des gens qui viennent d'amener des nouvelles formes d'organisation, de prise de décision. Mais en même temps, on n'a pas, et c'est peut-être une erreur, on n'a pas encore aujourd'hui décidé de la manière ça pourrait. En fait, on ne veut pas l'imposer, on sait que ça viendra de ces différentes communautés. Et on sait qu'à un moment ou un autre, on va aller aussi chercher dans les communautés existantes, dans les expériences existantes, tu viens de dire, partager de 10 ans d'expérience, des recettes pour les proposer. Mais on ne peut pas non plus imposer un modèle de prise de décision si notre but c'est que tout le monde participe. Il y a peu de points environnementaux dans le code du travail aussi. Et ensuite, il y a toute une dimension au-delà de la communauté qui est vraiment législative, qui est que le code du travail ne permet pas aujourd'hui en l'état d'apporter ces nouvelles questions. Et on travaille avec à la fois des avocats et des chercheurs du droit social à amener ces nouvelles questions par des moyens détournés, le droit social, la vocation environnementale, tout ça. Ça, c'est préparer le cadre, mais pour ce qui est de la gouvernance, ça va se faire et le but c'est que ça se fasse, et c'est pour ça que je pense que des collectifs et des moments d'échange comme ça sont géniaux. Ça va se faire en puisant l'expérience de ce qui a marché ailleurs. Merci beaucoup. Je prends une deuxième question. Ouais, moi j'ai apprécié de participer à toutes vos présentations, mais il y en a une sur laquelle j'ai une question, c'est le lien design, thinking et permaculture. En fait, il se trouve que c'est ce que j'enseigne à Sciences Po, mais moi j'appelle ça méta-design. Alors, mon point de départ, c'est d'abord de dire le design c'est une méta-méthode. Donc en fait, le design et la permaculture, en fait, ça devient un terrain, mais le design reste une méthode qui intègre des collections de méthodes. Donc le design thinking reste vrai. Je suis designer, je tiens à apporter un point important, c'est quand le design thinking s'est démocratisé, l'intention du design en démocratisant le design thinking a été de faciliter l'adhésion, mais il y a une simplification qui a opéré. Le design marche sur deux jambes. Il y en a une qui est la Gestalt, théorie de la forme, et le... Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Ouais, mais je
La Gestalt, c'est-à-dire penser le tout plus grand que la somme des parties. Je pense que c'est ce qui nous rassemble en fait. Et la deuxième, c'est prototyper pour apprendre, donc faire pour découvrir. Et le design thinking, on le démocratise surtout comme le second, en fait. Et plutôt que l'ensemble qui les combine en fait. Et dedans viennent des questions de la gouvernance. Et alors ma question, moi cet été j'ai découvert la spirale dynamique, qui est finalement peut-être un des points qui relie les problèmes que vous énoncez tous, c'est comment les gens arrivent à se parler. On a beaucoup parlé de la spirale dynamique, en fait, c'est un truc qui a vraiment percuté chez moi, c'est cette idée qu'on a des niveaux de maturité de conscience, dans lesquels à chaque passage on passe du masculin au féminin, on pourrait dire, de l'individu au collectif, et il y a des niveaux de comportement, des typologies de comportement qui sont incompatibles à chaque fois qu'on grandit. Il y a un passage symbolique qui est important, et le principe des sociocraties, c'est qu'il faut arriver à faire, comme vous l'avez dit, qu'à ces étages, on fasse du lien entre chacun des étages, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'arriver en haut. Et ma question c'était, mais est-ce que vous l'avez intégrée? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que ça vous parle? Comment ça fonctionne pour vous? Alors du coup, Non, mais vas-y. alors, allez, Edouard, Olivier, et puis après Pascal. 3 en 1. Alors, sur la question de la maturité du niveau de conscience différent, moi j'utilise un outil que j'ai conçu, mais qui est sur une base très très simple, qui est la courbe du deuil de Kubler-Ross. Très clairement, quand tu présentes quelque chose de nouveau, tu vas te rendre compte que dans une assemblée, tu vas avoir des réactions qui correspondent au déni, à la colère, à la dépression, etc. Le point qui est important, c'est que tu te rendes compte que premièrement, celui qui est dans le déni n'a peut-être pas tort. Et que tu le fasses accepter à tout le monde en disant il n'a peut-être pas raison, mais il n'a peut-être pas tort non plus. Et puis, vu comment ça va tourner, on sera peut-être content que quelqu'un n'ait pas lâché la bride et soit pas parti sur autre chose, alors que finalement notre question initiale n'était pas bonne. Et le deuxième point, c'est que chacun prenne conscience des forces que ça représente quand il est dans cette posture-là et des limites que ça représente. Par exemple, celui qui est dans la colère, celui qui dit non, mais en gros, il dit on est dans cette situation-là parce qu'on a merdé. Mais ce que tu proposes, c'est destructeur. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. C'est back to basics. Vous savez, c'est dans l'entreprise, c'est les gens qui disent bah tiens, on a des pertes, on va arrêter les photocopies couleurs. Donc, bon, ces gens-là, ils ont un avantage, c'est qu'ils vont quand même créer un petit peu de valeur. Le problème, c'est qu'ils sont complètement destructeurs par rapport à l'innovation. Donc, chacun des modèles, chacune des étapes a une dynamique et un comportement qui sont intéressants pour ton projet. Dès lors que, un, ils en prennent conscience, et deux, ils acceptent la différence de posture des autres en disant, finalement, c'est peut-être juste une question de temps. Du coup, on n'a plus beaucoup de temps. Donc on va donner la parole à Olivier, à Pascal, et puis après, on va devoir couper la séquence. Et je vous encourage à aller parler pendant la pause, de finir vos conversations et vous poser vos questions. Je vais essayer d'être très court. En fait, moi, je suis également coach. Donc, en fait, on a intégré, mais c'est exactement ce que tu viens de dire au fond, le dispositif RPBD, qui est la compréhension du réel, du problème, aller jusqu'à en fait l'expression du besoin et de la demande de la personne. Et en fait, au design, dans l'écoute, on comprend le réel des personnes, en fait, ce qui n'est pas la vérité. Et donc, on va chercher les représentations, les croyances, etc. Quand on est sur les ateliers de créativité, ça permet sur des parcours utilisateurs de faire apparaître en fait les problèmes rencontrés, de faire s'exprimer la demande et de la contractualiser par les collectifs qu'on fait travailler en fait. Et donc du coup ce qui est intéressant c'est que en fait on est sur la compréhension de l'aide, du faire et du penser ensemble en mixant en fait coaching organisationnel, coaching et design organisationnel, mais ça rejoint en fait tous les sujets du deuil, etc. Finalement c'est comment est-ce qu'on vient réintégrer cette compréhension de la dimension psychologique, et le point moi d'entrée c'était la théorie en U. Voilà. Et du coup, on laisse la parole à Pascal. Juste parce que ça fait aussi le lien entre tout ça, et là, je vous invite aussi à vous intéresser à la théorie. Moi, il y a une autre spirale sur laquelle on travaille en ce moment, qui est plutôt la spirale du travail qui relie. Et je vous invite à vous intéresser vraiment à tout ce qui est dans de l'éco-psychologie et à tout l'apport de Joanne Alessi, de tous les gens qui ont travaillé sur ces aspects-là depuis maintenant, depuis les années 70, mais qu'on redécouvre aujourd'hui, et qui est pour
pour moi une approche très puissante qui commence à faire son entrée dans les organisations. Demain, nous, on anime un séminaire de reconnexion équipe inspiré de la spirale du travail qui relie, qui va amener un point qui est fondamental, qui est complémentaire. Peut-être c'est un quatrième pilier, je ne sais pas, le ressentir ensemble, parce que le être ensemble c'est quelque chose, mais le ressentir ensemble, c'est peut-être un pilier sur lequel on va tous travailler pour justement arriver à faciliter toutes ces logiques de coopération et d'entraide. Voilà, donc le travail qui relie, la spirale du travail qui relie, je vous invite à, si vous ne connaissez pas déjà toutes ces approches, plongez-vous-y, ça va devenir structurant dans le sujet de transition écologique. Voilà. Merci. Du coup, avec j'en ai discuté, on va peut-être vous envoyer une bibliographie avec les quelques théories, livres, pour que vous puissiez, si vous avez envie de continuer. J'aimerais qu'on remercie tous les speakers, tous les intervenants. Il y a un groupe LinkedIn, donc postez et parlons sur le groupe LinkedIn. Il y a 600 personnes qui attendent que ça. Du coup, on postera la bibliographie. Et pour finir, je vous encourage à aller poser les questions qui sont précipitez-vous pour vous poser vos questions. Il restera de toute façon. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est la pause. Merci à vous.